Donc les séries en 2025. Et bien vous savez quoi, moi je vais vous parler de 5 séries qui sont sorties en 2025. 5 séries que j'ai plus ou moins aimées, ça dépend. Il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai aimé mais moins, mais généralement j'ai tout aimé. Et on va commencer par la très controversée Alien Earth. Donc déjà, qui a vu Alien Earth dans le chat pour savoir si je peux un peu divulgacher, mais je pense que j'en parlerai pas, je spoilerai pas, hein, je vais quand même vous laisser la surprise, mais... Qui l'a vu déjà, histoire de voir si je peux... si on peut être un peu raccord sur ce que je vais raconter. Mon prof de montage a détesté la série. Pourtant, c'est pas le pire dans la série, le montage, mais... mais pourquoi pas. J'ai aimé le début, et après, la série m'a perdu. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu le même principe pour moi. J'ai beaucoup aimé le début, et après, je trouve que c'est parti dans un aspect un peu bizarre. Alors, j'ai de là à détester, je suis pas dans l'excès non plus, mais le début, les 3 premiers épisodes sont superbes, je trouve. Et après, ouais, ça part un peu en cacahuète, mais... Ce qui m'a surtout dérangé, moi, c'est la fin de la série, parce que... Bah, je trouve dommage que la série s'arrête sur cette fin aussi abrupte, en mode... Ah non, mais là, c'était qu'une intro, tu vois. Alors qu'on s'est tapé 8 épisodes, quoi. Ça, je trouve ça un peu du foutage de gueule. J'aurais aimé avoir une fin un peu... avoir une saison un peu qui se suffit à elle-même. Et après, pourquoi pas partir sur une suite, bien sûr, mais du coup, là, on est là, mais en fait, on a aucune... on nous amène des personnages, et on a aucune arc de fin par rapport à ces personnages. On les laisse en suspens, et ça m'a un peu frustré, ça, pour le coup. C'est le truc qui m'a le plus frustré. Après, je trouve qu'il y a une atmosphère quand même assez impressionnante sur toute la série, globalement. Je trouve qu'il y a un bestiaire qui est dingue. Le bestiaire, il est fabuleux dans la série. L'espèce d'œil, là, c'est fou. Les grosses mouches, le xénomorphe aussi. Enfin, franchement, tout le bestiaire est génial dans la série. Et il y a de vrais moments de tension, je trouve. Il y a 2-3 moments qui m'ont pris vraiment au trip, perso. J'étais là, putain, mais waouh, c'est... 2-3 moments quand même assez dingues. Et donc, il y a de la tension quand même dans la série, mais... voilà, je trouve qu'elle essaie de développer des thèmes profonds comme le transhumanisme, la quête d'identité, l'exploitation du monde par les grandes corporations, ce genre de trucs. Mais ça reste quand même en surface, quoi. Encore une fois, c'est amené, mais c'est pas très bien amené, malheureusement. Et c'est un peu ça qui est dommage. Après, il y a aussi certains personnages qui se comportent de manière un peu irrationnelle, je vous l'accorde. Mais je trouve qu'il y a... Bizarrement, je trouve qu'il y a une espèce de... Enfin, les gens sont ultra intransigeants avec cette saga, avec cet univers Alien, et j'arrive pas à savoir pourquoi. Plus qu'avec les autres, genre il faut que ce soit absolument logique et limpide, il faut que les personnages se comportent de manière ultra logique et avec un sang-froid absolu du début à la fin. Et je pense qu'il y a un effet un peu Durandal où il a sorti tous ces pourquoi j'ai raison, vous avez tort sur la saga Alien, qu'on cartonnait en termes de vues, où il explique justement que pour lui les films sont de la merde parce que les personnages sont complètement débiles, alors que pour moi je trouve que c'est beaucoup plus subtil que ça, mais bref. Et j'ai l'impression que les gens se sont simplement calqués à son avis, parce que son avis a été vu des millions de fois, et donc aujourd'hui on a ce truc là où les gens ont plus, enfin les personnages ont plus le droit à l'erreur et peuvent plus se comporter de manière un peu incohérente et un peu irrationnelle, alors que pour moi bon ça reste une fiction et ils peuvent faire des erreurs et il faut aussi que le scénario avance, donc tu peux... Enfin pour moi par exemple dans Prometheus et donc Alien Covenant, Ridley Scott écrit ses personnages de manière volontairement stupide parce qu'il conchit l'humanité. Littéralement, c'est vu et c'est traité dans le film. Il va complètement mettre de côté l'humanité et les faire passer pour des gros débiles parce que pour lui, ce sont des gros débiles qui cherchent leur créateur juste pour des raisons totalement mercantiles. Enfin, il n'y a rien qui va avec eux et du coup, il les fait passer pour des débiles. Il leur fait enlever le casque dans l'espace, tout ça parce que il met en avant cette espèce de surconfiance qu'a l'humanité parce qu'il se pense surpuissant, comme le gars qui veut vivre éternellement, tout ça. Enfin, pour moi, c'est logique que les personnages soient débiles dans Prometheus et Covenant. Donc, bref. En tout cas, Alien Earth, bon, il y a un... enfin, Alien Earth, si je voulais mettre l'accent un petit peu. Il y a un souci, je trouve, effectivement, il y a une fin un peu abrupte, c'est un peu ça qui m'a gêné, moi. Il y a une fin un peu abrupte, il y a certaines facilités scénaristiques qui, effectivement, sont un peu stupides, on va pas se mentir, mais c'est pas bien grave non plus, ça m'a pas sorti du truc. Globalement, je trouve pas ça extraordinaire, mais je trouve pas ça mauvais non plus, j'ai passé un bon moment. Et je suis quand même curieux de voir la saison 2, parce que je trouve qu'il y a un truc qui se passe et qui est pas dégueu avec cette série, donc voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Ah, il critique... Ah oui, d'accord, il critique... Oui. Non, mais je sais qu'il critiquait pas le montage, mais du coup, comme c'est ton prof de montage, je rebondissais sur le fait que le montage était pas le pire truc de la série, quoi. Une saison 2 est en préparation, oui, tout à fait. Ça a été confirmé. Tu avais aimé Romulus? Bien, mais sans plus. Romulus, ça m'avait pas marqué plus que ça non plus. Hein. Je trouve Alien est le monstre le moins intéressant dans une série Alien. Bah, c'est le moins développé, mais après, c'est pas très grave. Enfin, faut pas forcément que ce soit toujours l'antagoniste. Hein. On a cette espèce d'œil là qui joue vraiment l'antagoniste ultime de la série. Bon, bah, très bien. L'alien sert à autre chose. Là, pour le coup, c'est le toutou de l'héroïne. Ça passe très mal aussi. Après, je comprends, il y a une sacrée fanbase, effectivement. Et
le premier film a amené une vision tellement épurée, métaphorique et quasiment divine de la bête que finalement, à la fin, dès Alien 2, ça part en couille, hein, si on part de là, parce qu'Alien 2, en fait, il y a une ruche, il y a une reine alien, on oublie complètement le côté hyper parfait du xénomorphe, qui est un être surpuissant et divin, et violent dans le sens le plus pur du terme, on oublie complètement ça, quoi. Là, il se multiplie, il protège la maman, tout ça, bon, ça part... Je suis plutôt d'accord avec lui, Prometheus et Covenant sont deux merdes. Ouais, mais voilà, mais c'est le problème. C'est qu'en fait, il a amené un truc où les gens n'ont plus de nuances. Moi, je suis pas du tout d'accord. Deux merdes, c'est le terme est tellement galvaudé, il est tellement à milieu de ce que sont réellement les films. Ne serait-ce que techniquement, les films sont à milieu de ce qui se fait aujourd'hui, sont magnifiques visuellement, il y a un travail sonore qui est fabuleux, les décors, les costumes, les maquillages, les vaisseaux. Rien que ça déjà, les deux films sont superbes. Et je trouve que Alien Covenant, il raconte des choses sur l'identité humaine, sur l'humanité dans sa globalité, sur ce qu'est l'humanité, sur ce qu'est la mort. Moi, effectivement, chacun son avis, tout à fait. Bref, voilà mon avis pour Alien Earth. Et on enchaîne du coup avec un truc qui n'a rien à voir du tout, alors là, vraiment rien à voir. C'est Bref 2. Alors, qui a vu Bref 2, là? Qui sont les trentenaires qui ont vu Bref 2 et qui se sont retrouvés dans Bref 2? J'ai pas vu Bref 2. Vu et pas trentenaire. Oui, alors je dis trentenaire parce que le film parle un peu, la série parle un peu aux trentenaires, mais évidemment, tout le monde peut voir Bref 2 et Bref 2 peut parler à tout le monde, hein, tout à fait, là, pour le coup. En tout cas, Bref 2, moi je trouve ça ambitieux d'être revenu 10 ans après, avec un format long, puisque Bref est connu et reconnu en France grâce à son format qui est ultra court, justement. Et en ça me fait un peu penser à Kaamelott, c'est-à-dire que on a une première saison avec des personnages qui essaient une histoire qui essaie d'être développée à travers des personnages, mais avec un format qui est imposé ultra court par Canal+, et qui fait que du coup c'est compliqué d'aller développer les personnages, comme dans Kaamelott. Et ensuite on a les saisons suivantes qui vont amener un format plus long pour mieux développer les personnages, tout en gardant bien sûr l'aspect et la sève de ce qu'est la série. Donc en ça, Bref et Kaamelott, c'est un peu le même schmilblick, quoi. Mais là, en l'occurrence, dans Bref 2, en dehors du fait que ce soit très drôle, il y a de vraies idées de mise en scène, quoi. Je veux dire, c'est une série, mais c'est une série qui est ultra cinématographique, et c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est qu'en fait, il y a un mélange des genres entre les films au cinéma qui nous font penser à des séries où il n'y a plus de mise en scène, il n'y a plus rien, et les séries qui sortent sur les plateformes où il y a énormément de mise en scène, où en fait la série se raconte visuellement, quoi. Il y a des métaphores avec des éléments de la vie de tous les jours qui vont raconter quelque chose sur une relation, par exemple. Dans la série, par exemple, sans spoiler, il y a une voiture qui va être comparée à une relation amoureuse, donc dès qu'il y a une courroie qui va péter, c'est que la relation va pas bien, et donc on va amener ce truc-là durant l'épisode, donc c'est super bien fait. Et ouais, effectivement, c'est hyper cinématographique, ça parle visuellement, c'est très beau c'est très beau visuellement, c'est très parlant visuellement, en tout cas, il y a vraiment un travail sur la mise en scène qui est superbe. En plus de ça, c'est très drôle, pour le coup, il y a vraiment des blagues et des moments qui sont très drôles, moi je me suis retrouvé sur pas mal de moments. Mais encore une fois, c'est pour ça que d'ailleurs je parlais des trentenaires, je trouve que c'est la série qui a le mieux compris sa génération. Et ça, c'est très rare aujourd'hui qu'une fiction comprenne et parle réellement à sa génération. Et là, la série parle vraiment aux trentenaires, à ce que sont les trentenaires et comment ils ont grandi, et comment justement nous on a grandi entre cette transition entre le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui, quoi. Entre la technologie qui n'existait pas et la technologie aujourd'hui qui est omniprésente, on a grandi entre ces deux trucs-là, on a évolué sans technologie, on a dû apprendre à s'en servir avec le temps, enfin il y a un truc comme ça qui est... Et la série en parle très bien, et nous parle à nous, et ça parle aux jeunes en fait, ça c'est cool pour le coup. Et surtout, ce qui est super intéressant évidemment, c'est que ça pose énormément de questions sur la santé mentale, ça pose aussi beaucoup de questions sur les relations avec la famille, les amis, il y a plein de trucs, c'est comment se remettre en question, comment s'auto-analyser sans se saboter, ça évoque plein de trucs, quoi. J'essaie de me rappeler en même temps parce que je l'ai vu il y a longtemps la série, je l'ai vu à sa sortie, donc c'était il y a quasiment un an, mais il y a énormément de questionnements sur ce qu'est la vie, sur comment il faut la gérer, sur comment réussir à s'aimer en fait tout simplement, et à aimer les autres et à les comprendre, et à être empathique, et à être présent pour les gens qu'on aime. Enfin, il y a un truc qui se passe qui est vraiment beau, je trouve, avec cette série. Moi, personnellement, elle est arrivée à un moment où ça allait pas trop mentalement, et elle m'a remis à un coup, franchement, tout son aspect sur la mort, les questionnements sur la mort qu'elle apporte et tout. Elle m'a vraiment parlé, cette série, pour le coup, donc Bref 2, c'est une de mes séries préférées de l'année, sans contestation, quoi. Ah oui, non, même la saison 1, il y avait plein d'idées de mise en scène, mais en fait, c'était plus bridé. Il y avait beaucoup moins de budget, il y avait cet aspect format court qui ne permettait pas
justement de rallonger des scènes et d'amener des décors différents, tout ça. Alors dans la saison 2, il y a quand même un budget qui est différent, il y a une ambition qui est différente, mais évidemment la saison 1 est très bien également. C'est la série la mieux notée sur Allociné, bah ouais, ça m'étonne pas, franchement, on est sur un truc feel good qui fonctionne très bien, et qui est ambitieux artistiquement, donc pour le coup... Ouais c'est ça, oui, c'est une œuvre qui fait du bien mentalement, si elle arrive à vous parler, franchement, ça fonctionne bien quoi. Je veux dire, tout l'épisode avec le père et tout l'aspect du deuil et tout, franchement, pour les gens qui ont dû perdre leur père, ça a dû leur parler et ça a dû faire mal, quoi. Mais non, justement, Bœuf Bourguignon, alors ça t'a un peu perdu, je peux comprendre, évidemment, je juge pas ta manière de regarder une œuvre, mais c'est là tout ce que j'explique, justement, dans le fait que la série est originale dans sa mise en scène, c'est que, justement, la scène de SF que tu évoques là, avec les créatures, c'est une analogie du cancer, en fait. C'est genre, on va mettre en scène ce qu'est le cancer et comment on peut le battre, en fait, et ce qu'est le fait de se battre pour sa famille, d'essayer de survivre. Et ce qui est beau, c'est que plutôt que de simplement le mettre à travers les dialogues autour d'un lit d'hôpital, tout ça, ils vont faire cette espèce de scène de SF absolument what the fuck, où ils vont amener cette transition et cette image de la bataille à travers une véritable bataille avec cette espèce de scène qui est inspirée des jeux Halo ou de Starship Troopers, ce genre de truc. Et donc il y a cette référence, il y a ce... Putain, j'ai pas le mot, ça me saoule. Ouais, il y a cette référence justement à ce que la série raconte à ce moment-là et qui est mis en scène de manière différente. Moi je trouvais ça super bien amené, c'est très beau je trouve, et très original d'avoir amené ça de cette manière quoi. Donc voilà, Bref 2, super série. Et du coup on passe à la suite, on enchaîne directement avec une série qui s'est terminée il y a quelques jours, c'est Ça, Bienvenue à Derry. Alors je sais pas si vous avez vu la série, pareil, je sais pas si vous avez tout vu de la série, je sais pas si vous êtes à jour, je sais pas si vous avez commencé. Lucas qui me dit qu'il l'a pas vu, très bien, donc je vais faire attention à ce que je dis pour pas spoiler. Rêvecoeur qui l'a pas... Ah, il faut la voir les gars là-haut, faut rattraper. Elle est super cette série. Ok, pas vu, ouais, très bien. Je n'ai jamais rien vu à propos de ça. T'es pas obligé de voir quoi que ce soit pour voir la série, je trouve. T'es pas obligé de voir le film pour voir la série. Pour moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, t'es pas obligé. En tout cas, pour moi, la série, elle est ultra ambitieuse, même plus que les films, je pense. Visuellement, pareil, elle est ultra travaillée, il y a une photographie qui est magnifique. Le générique aussi est devenu ultra culte sur les réseaux sociaux. Elle est beaucoup plus gore, il y a beaucoup plus de scènes d'horreur, de scènes de gore, beaucoup plus que dans les films. Donc là, vraiment, Andy Muschietti, qui est à l'origine du projet, se lâche complètement. Et surtout, le récit vient s'appuyer sur des thèmes sociaux, encore une fois, un peu comme Sinners. Et... elle est très humaine la série finalement quand on y pense, et elle utilise l'horreur, un peu le surnaturel, pour un peu refléter la peur réelle des gens, mais surtout on se rend compte à travers les différentes ethniques que le monstre c'est pas forcément celui qu'on croit quoi, voilà, pour pas trop spoiler, mais visuellement elle est sublime, voilà. Il y a un vrai travail sur la ville de Derry qui est faite durant les années 60. Il y a une vraie ambiance très 60s qui est très cool. Et il y a Bill Skarsgård du coup qui interprète Pennywise de manière absolument fabuleuse. Pour moi c'est un de mes persos préférés dans toute la culture populaire, Pennywise. Dès qu'il apparaît dans la série, il est transcendant, il crève l'écran, c'est incroyable. Et Bill Skarsgård le joue d'une manière tellement, je veux dire, il colle au personnage d'une telle manière, je veux dire, il est absolument divin dans ce rôle. Et le seul point positif que j'ai amené à la série, c'est que justement, l'épisode final vient un peu dénoter avec le reste. C'est-à-dire qu'on part, sans spoiler, on part sur un aspect d'un coup hyper fantastique, avec un décor qui est hyper cheap, je trouve, qui dénote complètement de la beauté des autres épisodes. Il y a une espèce de brouillard, pour pas vous spoiler, qui cache un peu le décor, enfin c'est très numérique d'un coup, et j'étais là, mais c'est bizarre quoi, le final dénote complètement du reste de la série, c'est un peu dommage, mais apparemment de ce qu'on voit sur la fin, c'est pas moi je pensais que c'était une mini-série, mais il y a une saison 2 qui est en préparation, donc moi je suis assez content, parce que j'ai beaucoup aimé ça, Bienvenue à Derry, et si vous l'avez pas vu, évidemment je vous conseille de la commencer sans plus tarder, parce que c'est vraiment super. De toute façon, dès l'épisode 1, vous allez être dedans direct, hein. L'épisode 1, soit vous aimez pas, il y a pas de... Faut être abonné partout. Ah oui, ça c'est relou, ouais. Ouais, non, je suis d'accord. C'est un peu relou. Faut être abonné partout. J'ai juste vu un extrait du premier épisode, c'était très gore. Ouais, oui, il est gore le premier épisode. Oui, mais en fait il est gore numérique. Moi le gore numérique ça me dégoûte moins que le gore, le vrai gore en mode
sang qui gicle quoi. Là le sang il gicle mais tu vois que c'est pas du vrai sang, donc à partir de là... Gérer l'a commencé juste après le stream, ah bah écoute, parfait là, à 22h un jeudi soir c'est parfait. Ouais c'est ça le gore un peu The Thing, ouais tout à fait. The Thing me fait plus peur et me met plus dans le mal que les scènes gore de ça, Bienvenue à Derry, parce que c'est tellement bien fait dans Bienvenue à Derry, que c'est limite parfait. Je veux dire Pennywise il me fait pas peur, limite je le trouve beau dans son aspect quoi, dans son design et tout, c'est un personnage qui est beau, qui est bien fait. Alors que dans The Thing, il y a rien qui est beau, quoi. C'est dégueulasse, juste. Hein. C'est tellement fait à la main, avec de la pâte et tout, là, que le truc, il est fait à moitié à l'arrache, le visage. Enfin, c'est terrifiant. Donc voilà. Welcome to Derry. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas. Une des meilleures séries de l'année pour moi. Et on enchaîne avec, sans doute, ce qui est pour le moment... Je dirais pas la meilleure série de l'année, parce que pour moi, pour l'instant, la meilleure série de l'année, ça reste Bref 2, qui m'a beaucoup parlé. Mais c'est peut-être la deuxième meilleure série de l'année. Ça va être... Pluribus, qui n'est pas encore terminé. Donc c'est la nouvelle série du créateur de Breaking Bad, c'est écrit en haut là. Vince Gilligan qui a créé et écrit Breaking Bad et également Better Call Saul. Et Pluribus, écoutez, pour l'instant, on est sur quelque chose qui est assez extraordinaire, je trouve, dans pas mal d'aspects. J'aime beaucoup le récit. Le récit est hyper original. On est sur un virus extraterrestre qui va se poser sur Terre, qui va s'écraser sur Terre, et qui va faire que l'humanité va être assimilée à une conscience collective, et va devenir tout d'un coup non violente et hyper aimante. Et il y a que quelques personnes dans le monde qui vont échapper à ce virus, donc dans le personnage principal du coup interprété par Rhea Seehorn, et du coup du coup on va avoir un personnage complètement choqué par ce qui se passe, parce qu'en fait elle a pas envie de vivre cette vie-là, elle a perdu un proche, tout ça, du coup elle va essayer de comprendre ce qui se passe, et nous en même temps qu'elle on va comprendre des choses, et donc on va suivre cette espèce de... comment dire, d'énigme en même temps qu'elle, et donc là on a l'épisode 7, on sait toujours pas ce qui se passe par exemple, mais c'est hyper intéressant parce qu'on suit avec elle justement l'avancée de ses recherches et de comprendre qui sont ces personnages, quel est ce virus et est-ce qu'il est aussi bienveillant que ce qu'il voudrait bien nous faire croire quoi. Ensuite la série évidemment est hyper bien soignée, ça c'est Vince Gilligan oblige, forcément il y a un travail de la mise en scène, de l'image, du plan parfaitement cadré, de la lumière qui est magnifique. Il a repris Albuquerque comme ville principale, donc c'est fabuleux, mais on voyage quand même, on va à Las Vegas, en Espagne, au Paraguay, donc ça voyage quand même pas mal. Mais il y a une direction artistique qui est magnifique, une photographie qui est toujours aussi somptueuse, l'ambiance est très immersive. Donc voilà, le seul truc que les gens ont un peu reproché à la série, c'est justement la personnalité un petit peu cynique et parfois un peu antipathique du personnage principal. Mais si on se met 2 secondes à sa place, c'est logique qu'elle soit aussi fermée au truc, parce qu'elle a pas envie justement de vivre cette vie, elle c'est un personnage entier en fait, donc elle veut vraiment les gens avec leurs qualités et leurs défauts quoi. C'est une écrivaine, elle écrit des romans, elle écrit des personnages qui sont complexes, donc c'est ce qu'elle aime dans le monde justement, elle s'inspire de ça, de ce monde qui est complexe. Là le monde n'est plus du tout complexe en fait, c'est le monde est parfait, sauf qu'il n'est pas si parfait que ça finalement. Ce que les gens n'ont pas trop aimé non plus avec cette série, c'est justement la mise en scène un peu contemplative, le fait que la mise en scène prenne le temps de poser un peu ses plans, que le récit prenne le temps de poser ses enjeux, et franchement moi, au contraire je trouve que c'est un parti pris magnifique en 2025 de se dire je vais prendre le temps de raconter mon histoire et je vais pas me presser avec des cliffhangers de fou, avec des machins et tout ce que vous voulez quoi. Je sais que Vince Gilligan a d'ailleurs fait une déclaration par rapport à ça, par rapport à comment il perçoit le public aujourd'hui, et comment il a écrit cette série Pluribus en fonction de la manière dont il voit le public, et je trouve que ça amène beaucoup d'espoir sur la façon d'écrire une fiction, et heureusement qu'il y a encore des mecs comme Gilligan qui existent pour nous écrire des fictions aussi complexes et bien fichues quoi. Je vais vous afficher la déclaration et je vais vous la lire en même temps. Donc Gilligan il dit « Je n'ai pas nécessairement une grande confiance en moi, par contre j'ai confiance dans le public. Je pars toujours du principe que les téléspectateurs sont plus intelligents que moi, ce qui m'a été bénéfique pour Breaking Bad et Better Call Saul. On dit qu'aujourd'hui, plus personne n'a la capacité de se concentrer, que tout le monde souffre d'un trouble de l'attention avec hyperactivité à cause des réseaux sociaux, des smartphones et de la rapidité avec laquelle les films et les séries sont montés. C'est sûrement vrai pour certains, mais ceux que je souhaite attirer vers une série comme Pluribus sont des gens très intelligents et patients, à condition qu'ils sachent que l'histoire va quelque part. Si c'est le cas, alors ils iront au bout. » Et effectivement, c'est ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, c'est que l'histoire prend son temps, mais on sait qu'au bout d'un moment, on va avoir une finalité. Il le sait déjà, pour lui, son histoire est déjà écrite, et pour lui, il voit déjà 4 saisons pour la série, il y a déjà 2 saisons qui sont commandées, donc il est sur ce truc-là. La suite, il dit « Donc ma philosophie dans la salle de montage est de ne pas passer d'un plan à l'autre tant que ça n'est pas absolument nécessaire. C'est ainsi que j'aime raconter des histoires.
alors que tant d'autres films et séries télévisées sont très caféinés. Je pense que Pluribus peut être un bon antidote à cela. Et ça, pour le coup, il a raison. Là, il cite effectivement beaucoup de films et beaucoup de séries qui prennent pas justement le temps de poser des plans, de poser une atmosphère, de poser un élément important. Et là, ce film-là, des fois, il y a des plans larges qui vont durer 10-15 secondes, mais qui sont importants parce qu'on va justement prendre le temps justement de s'accaparer l'histoire, de s'accaparer le lieu, de s'accaparer l'univers, et de se greffer à cette atmosphère, justement. Cette idée reçue que le public aurait une capacité d'attention très limitée revient en fait à dire qu'il est stupide, et ça, je me refuse à le croire. Donc en fait, Vince Gilligan ne vous prend pas pour des gens stupides. Vince Gilligan, justement, essaye justement d'écrire sa série en prenant en compte le fait que vous êtes assez intelligent pour comprendre ce qui va se passer, et pas vous tenir la main bêtement. Donc rien que pour ça, Pluribus, ça vaut le coup d'œil si vous voulez justement tester votre intelligence, tester votre patience, et un peu gonfler votre ego si vous comprenez la série, bah matez Pluribus quoi. Franchement, allez-y, les yeux fermés. Je suis à l'épisode 5. Mon prof de montage nous l'a recommandé aujourd'hui. Bah ça m'étonne pas. Il est très bon ce prof de montage, tu lui diras de ma part. J'aime bien les séries ou les films qui prennent leur temps avec beaucoup de dialogue et de la mise en scène. Calme. Bah là du coup, il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais il y a une belle mise en scène contemplative. Pour l'instant c'est ok, pour l'instant c'est plus que ok Rêve-Cœur, ça va pas bien ou quoi? Pour l'instant c'est superbe, parce que justement on sait pas ce qui se passe, parce que justement la série ne nous tient pas par la main, parce que justement elle ne vient pas nous titiller cet aspect nostalgique, et ne nous file pas des scènes ultra galvanisantes comme dans Stranger Things par exemple, saison 5, qui justement est superbe, c'est la saison 5 de Stranger Things, mais elle l'est parce que justement elle nous amène ce qu'on veut, elle nous amène des dénouements qu'on a envie de voir, elle nous met des personnages, comment dire, sur un piédestal. Donc forcément, on se gave de sucreries et on a envie d'en reprendre plus quoi. Pluribus, ça prend plus son temps, c'est plus raffiné, on a envie d'aller plus loin, on se demande ce qui va se passer, on la savoure, on n'y va pas en mode binge watching, on la savoure doucement, gentiment, mais à chaque fois qu'on y est, ben on lâche pas le truc quoi, et ça pour le coup c'est bien. Peut-être en 2026. Bah écoute, je te le conseille. Voilà, Pluribus, je la conseille évidemment, une des meilleures séries de l'année encore une fois. Et on va terminer les séries et quasiment le live avec cette série que j'ai énormément aimée aussi parce que j'aime beaucoup cet univers. Et on va terminer avec une série Marvel qui est Daredevil Born Again. Alors moi j'ai énormément aimé les 3 saisons de Daredevil sur Netflix, franchement je me suis régalé. L'univers, les scènes d'action, le personnage de Daredevil, le personnage de Wilson Fisk, le personnage du Punisher, franchement, les 3 saisons made in Netflix, c'est superbe. Les 2 saisons de The Punisher aussi, c'est super aussi. Et là, quand il y a Marvel Television, donc Disney+, qui est venu relancer la série Daredevil avec une nouvelle série qui reprend un peu où s'est arrêté les 3 dernières saisons, mais on repart à 0, donc on n'est pas sur la saison 4, mais sur la saison 1 de Daredevil Born Again. Bah, j'ai eu un peu peur justement qu'ils édulcorent un petit peu l'aspect justement très pas gore mais très puissant de la série Netflix, très tangible, très violent, très dramatique de ce qu'amenait justement la série Netflix Daredevil, et en fait pas du tout, ils vont amener quelque chose d'encore de tout autant dramatique, de tout autant violent. Je veux dire, il y a une scène avec Wilson Fisk qui tue un sbire là, c'est waouh, je dis ok d'accord, même Netflix ils ont pas fait ça quoi. Donc finalement je me dis putain pas mal, et franchement je me suis régalé devant cette série Daredevil Born Again, et pour l'instant les 4 saisons de Daredevil c'est un pur bonheur. Lâchez qu'en 2026 il y a la saison 2, et ouais franchement j'attends ça avec plaisir, une des meilleures séries Disney pour moi, Daredevil Born Again, un pur plaisir, et pour l'instant pour moi c'est la meilleure série Marvel, même s'il y a Loki, il y a WandaVision, mais pour le coup Daredevil Born Again pour moi c'est au-dessus. Franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ce personnage, j'espère qu'on le verra dans les films, parce que pour le coup c'est un vrai personnage intéressant, et c'est cool de voir un peu une fiction Marvel qui va chercher des thématiques plus sérieuses, qui va chercher des personnages plus sérieux, une histoire plus sérieuse, qui va tourner en ville, pas sur fond vert, qui va amener des scènes d'action vraiment tangibles et qui vont se ressentir dans les combats. Donc franchement, ouais, Daredevil Born Again, un vrai plaisir quoi. Je sais pas si vous l'avez vu du coup. Enfin une série que j'ai vue. Ah bah oui, bah du coup, tant mieux si t'as pas vu les autres, ça te fait des trucs à voir. Je pense qu'on va découvrir que les aliens sont là pour nous bouffer. Voilà, je sais pas si c'est aussi, si ça va être aussi évident sur Pluribus.
Celui qui n'aime pas Marvel, je conseillerais toujours de regarder Punisher et Daredevil. Bah du coup, oui, mais il aimera toujours pas Marvel, parce que Punisher et Daredevil, ça n'a rien à voir avec ce que fait Marvel Studios pour le coup. Donc, malheureusement, Born Again a eu beaucoup de problèmes de production, la saison 2, j'ai très hâte. Ah ouais, non mais moi aussi, franchement, gros plaisir, Daredevil Born Again, franchement, et effectivement, j'ai hâte de la saison 2. Et pour finir, bah, y a 3 séries en 2025 qui sont sorties en 2025 et que j'ai pas vu et que j'ai envie de voir. Bah, c'est Astérix et Obélix, le combat des chefs, qui est disponible sur Netflix et qui est réalisé par Alain Chabat. Ça, je l'ai pas encore vu, je sais qu'au final ça dure 2h, 2h20 je crois, en tout, tous les épisodes. Et apparemment c'est super ça. The Studio aussi, qui est une série Apple TV je crois, avec Seth Rogen, qui joue une espèce de réalisateur scénariste qui essaye de faire signer ses écrits et ses films à des studios hollywoodiens. Donc apparemment ça raconte les dessous d'Hollywood et de la manière dont ça fonctionne pour réaliser un film. Donc ça a l'air pas mal du tout, je l'ai pas encore vu, ça a été primé je crois aux Emmy Awards, tout ça, The Studio. Et après Task, qui est une mini-série HBO, avec Mark Ruffalo, une espèce de mini-série policière drame un petit peu qui a l'air super intéressante aussi. Donc là c'est les 3 séries que j'ai pas encore vues, donc dites-moi si vous avez vu ces 3 séries et si ça vaut le coup. Mais je sais que ça je vais me les faire en 2026 avec grand plaisir.